Bonjour, je m'appelle Sonia Guérin, j'ai 49 ans et j'ai donc été diagnostiquée à l'âge de 29 ans. Donc, je suis éducatrice spécialisée au sein de la fondation ARHM, que je remercie d'ailleurs de m'avoir donné du temps pour faire cet événement. Et je suis également analyste du comportement certifiée. Donc après une licence en psychologie, donc je me suis orientée vers les relations humaines, chose qui ne me correspondait absolument pas, pour ensuite être formatrice professionnelle au sein de Célio et de Jennifer, donc dans le prêt-à-porter, suite à un burn-out. Donc c'est de là à 29 ans qu'on m'a diagnostiqué le TSA. J'ai fait donc une reconversion professionnelle et donc en tant qu'éducatrice spécialisée. Donc je suis également maman d'une petite fille qui présente un TSA, qui a été diagnostiquée peu. Et donc à force de rencontrer des familles et des gens qui sont en situation et en demande d'aide, eh bien, je me suis spécialisée dans la certification d'analyse du comportement pour être au plus près des besoins et pour pouvoir améliorer vraiment la qualité de vie des personnes. En tant que qualité professionnelle, liée avec ma particularité, j'ai vraiment une spécificité à rentrer dans les détails, à être extrêmement pointilleuse. On m'appelle œil de lynx d'ailleurs au sein de mon équipe. Également, j'ai des idées qui fusent très vite et des choses qui me paraissent tellement évidentes, qui mettent un petit peu de temps pour d'autres personnes, mais pour moi qui semblent très vite. Et j'ai beaucoup d'informations. Quand une personne me décrit quelque chose, les idées fusent et ça me paraît évident. Je vois énormément de choses. Et lorsque j'ai un entretien des familles ou des professionnels concernant un patient ou un résident, j'ai des pensées en images qui sont extrêmement rapides par rapport à des idées d'accompagnement. Alors je suis très malhabile de mes mains, mais par contre j'ai un côté qui est très créatif lorsqu'il s'agit d'avoir des idées pour faire des scénarios sociaux, pour créer des emplois du temps pour des enfants ou pour les patients que j'accompagne. Également une autre qualité, mais c'est une valeur intrinsèque, vraiment personnelle, c'est un peu ma colonne vertébrale, c'est l'honnêteté. L'honnêteté et la bienveillance. Alors, mes difficultés, alors elles sont communicationnelles. Je suis pour moi franche et directe, mais parce que c'est nécessaire pour bien travailler et avancer. Mais j'aime que l'on soit franc et direct avec moi également, j'accepte. J'ai également une hypersensibilité au niveau visuel et auditive, ce qui malheureusement m'oblige parfois à employer des stratégies vraiment du style aller dire que j'ai très envie d'aller faire pipi alors que c'est faux, c'est juste pour m'enfermer dans les toilettes et me recentrer. Je suis obligée de me créer des alarmes sur mon portable, faire comme quoi on m'appelle. Et je suis même arrivée à demander, aujourd'hui c'est encore le cas, de demander à mon mari de m'appeler pendant mes jours de réunion. Difficulté en effet en termes de temps et de gestion des plannings. J'ai toujours l'impression que je peux faire 1000 choses alors que je vais prendre énormément de temps. Je dis oui à tout, mais à tous les projets, parce que pour moi, les journées c'est 58 heures alors qu'il n'y a que 24 heures. Donc je dis oui à tous les projets, puis c'est très compliqué parce que du coup je vais me mettre une pression et ça va être mauvais pour moi, ça va me procurer beaucoup de fatigue et une mauvaise estime de moi parce que du coup je me suis dit bah si, j'ai dit oui donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Alors la fatigabilité est quelque chose qui impacte énormément mon quotidien, je dirais même ma vie entière et qui l'a toujours impacté. Je me rends compte de plus en plus. Ça fait quand même depuis l'âge de 29 ans que je suis diagnostiquée. Je ne l'ai dit que depuis 2 ans. En fin de compte, j'en ai parlé dû à ma fatigabilité. J'ai fait une crise comportementale il y a environ 2 ans sur mon lieu de travail. Et de là, mon mari m'a dit « Bon Sonia, il faut vraiment que tu fasses les choses, que tu dises qui tu es ». Donc j'ai averti ma cadre qui m'a énormément aidée, qui m'a conseillé d'en parler à la direction. Donc j'ai montré ma RQTH. Donc les aménagements qui ont pu être faits, qui sont faits à l'heure actuelle, donc j'ai fait intervenir le médecin du travail qui a préconisé un bureau à part avec une place de parking à part parce que sinon je me perdais puisque je ne sais absolument pas m'orienter. Auparavant j'avais un open space, c'était beaucoup trop compliqué pour moi.
Donc de là, ma direction a mis en place un bureau individuel. Donc suite à mon diagnostic, j'ai fait intervenir le médecin du travail qui a donc préconisé une journée de télétravail 1 à 2 fois par semaine. La première demande a été refusée. Et dernièrement, il y a encore une autre demande qui a été faite et celle-ci a encore été refusée. Un petit message en effet, c'est que chaque personne TSA vraiment possède des forces et des qualités et qu'il faut les cultiver. Avec les neurotypiques, tous ensemble, je pense qu'on peut arriver à faire des choses assez extraordinaires. Collaborer avec les TSA, nous sommes de vraies étoiles au firmament au travail. Et rappelez-vous que nous pouvons illuminer vos journées. Je me présente, je m'appelle Jessie, j'ai 27 ans et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 13 ans. Donc à l'époque, j'étais encore en classe de 5e. Actuellement, je suis en alternance. Je travaille dans un service en système d'information où je les aide sur diverses choses comme du support ou des tâches en gestion, notamment. J'effectue donc cette alternance dans le cadre d'un master intitulé Industrie des réseaux et économie numérique à l'université Paris-Dauphine. Alors moi j'ai un parcours scolaire assez riche et assez en dents de scie. Donc après avoir effectué mon collège où ça s'est assez mal passé, je me suis retrouvé dans une formation professionnelle qui ne m'allait pas du tout. Et suite à ça, j'ai été en dépression parce que ça se passait très mal aussi bien relationnellement que scolairement. Suite à mon bac professionnel, j'ai donc continué en licence à la fac où j'ai validé 2 licences, donc une licence de droit et une licence d'administration économique et sociale. Suite à ma validation de ces 2 licences, j'ai effectué un master en droit public que j'ai également validé. Et là, actuellement, je suis dans le master industrie de réseau et économie numérique à Dauphine. Alors, les multiples diplômes, ça s'explique par ma soif de connaissances et de savoir. Et parce que j'adore les travaux théoriques, donc ça aussi, ça fait partie de moi. Professionnellement, je ne sais pas encore où j'irai après, mais étant donné que j'adore étudier, peut-être pourquoi pas un doctorat par la suite. Mais c'est encore en réflexion. Alors, concernant mes atouts et ce qui en ressort de la part aussi des autres personnes, souvent on dit que je suis à la fois discret, mais en même temps très pointu sur les détails. J'ai un peu l'image de celui qui sait tout, qui sait beaucoup de choses. C'est ce qui ressort vraiment de ce que voient les personnes de moi. Une autre chose, c'est que des fois, je remarque des choses qui peuvent paraître insignifiantes pour les autres, mais que moi j'ai tendance à remarquer tout de suite. La difficulté, c'est peut-être le relationnel avec les autres. Au début, quand je connais personne, c'est assez compliqué d'aller vers les autres ou de parler. Moi, j'ai besoin qu'on me mette un peu dans un cadre assez sécurisé pour être plus normal, on va dire. J'ai aussi une légère hypersensibilité, notamment en cas de sursollicitation. Par rapport à certains degrés d'autisme, moi ça va, je dirais. Moi, ça va se manifester vraiment par des super sollicitations au travail ou des brouhahs qui sont vraiment très très forts. En fait, ça me déconcentre beaucoup et là, j'arrive plus à travailler de manière sereine. Également, des difficultés de concentration qui peuvent être liées à l'environnement. Mais une fois que je suis lancé dans une tâche, j'y vais à fond. Quitte à m'épuiser aussi des fois ou en faire trop. Je cumule aussi mon TSA avec une dyspraxie visio-spatiale, donc qui accroît le phénomène de fatigabilité. Et également, je suis une personne avec des gros problèmes de fatigabilité dû à mon TSA et à ma dyspraxie. En principe, les personnes le voient tout de suite à ma tête que je suis fatigué ou j'en peux plus quand j'effectue une tâche. Je peux être également lent, à la fois lié au TSA et à la dyspraxie. Lent par rapport aux autres et également parce que je suis quelqu'un qui aime bien aller dans les détails et qui aime bien faire un travail rendu bien correct.
J'ai déjà effectué aussi 2 dépressions. Une première pour solitude et problèmes relationnels et la deuxième pour un changement un peu trop brutal d'environnement. J'ai aussi une RQTH, une reconnaissance de travail handicapé, et mon employeur est au courant de mes difficultés au travail. Il est au courant de mon TSA. Mon employeur actuel, enfin mon manager, était un peu au courant de ce que c'était, sans être hyper au courant dans les détails, mais dire qu'il a une petite base de connaissance du sujet. Donc niveau réaction, ça l'a pas gêné plus que ça. Mais mes collègues par contre ne sont pas au courant de mon TSA. Au niveau de l'aménagement de poste, je bénéficie d'une journée de télétravail par semaine, notamment pour m'éviter trop les trajets et également la fatigabilité que ça entraîne chez moi. Pour les aménagements qui seraient utiles pour moi, oui, ce serait peut-être d'avoir un minimum de confort au bureau, que ce soit notamment pour le bruit, et également l'aide pour ce qui est de demander aux personnes, parce que moi j'ai beaucoup de mal à demander ou aller vers les autres. Ça, c'est une barrière assez grosse aussi que j'ai. L'idée de mon témoignage ici, c'est de faire découvrir le TSA aux personnes qui ne connaîtraient pas bien et de faire en sorte que ça soit mieux accepté dans la société et notamment au travail, parce que c'est un des grands enjeux actuels. Je m'appelle Edwige, j'ai 45 ans et j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Je suis psychopraticienne en profession libérale, j'ai monté mon auto-entreprise et pour l'instant je tente de faire décoller l'activité. Un parcours scolaire un peu catastrophique. Je suis à l'heure actuelle diplômée d'un bac compta-gestion. À partir de là, j'ai été d'abord assistante achat, puis ensuite vendeuse démonstratrice pour de la téléphonie mobile. Je suis retournée en tant qu'assistante achat et approvisionneuse. J'ai été responsable d'équipe. Ensuite, je suis allée faire une activité de recouvrement de dettes professionnelle à professionnelle. J'ai eu l'envie après de m'engager d'un point de vue militant. J'ai rejoint du coup des associations à titre bénévole et de là je me suis engagée dans la lutte contre le VIH et depuis 13 ans je suis en promotion de santé, santé sexuelle, éducation à la sexualité, lutte contre le VIH. J'en suis venue à ouvrir en tant que psychopraticienne tout simplement parce que lors des 13 dernières années j'ai autant accompagné des groupes que des individus et que toute la formation pendant ces 13 dernières années sur le terrain m'a permis d'acquérir des pratiques et des connaissances et des compétences. Dès que le sujet m'intéresse, j'en suis focus et je peux rester des heures dessus sans me rendre compte justement de ma fatigue ni de rien. Dans les compétences qui ont pu être repérées, c'était la capacité à comprendre les environnements, les besoins et donc à pouvoir produire des réponses rapides, fiables. La capacité d'analyse et surtout d'être efficace en fait dans le travail et de pouvoir être à plusieurs places à la fois. Ces 2 dernières années, j'ai pu constater les difficultés sensorielles qui étaient déjà présentes avant mais dont j'avais pas conscience, la sensibilité aux lumières, au son, du coup une grande difficulté à me concentrer, la fatigabilité que je ne remarquais pas, et les interactions sociales aussi, qui étaient délicates. Dans les difficultés attentionnelles, si l'environnement est un peu bruyant ou qu'il fait trop chaud ou quoi que ce soit, je vais perdre ma concentration. Puis je peux avoir une grande difficulté à me mettre à la tâche, notamment si je vois qu'il y en a de plus en plus. Alors les difficultés vont être la gestion des émotions. Je me sentais toujours en colère, mais je ne savais pas pourquoi, donc l'irritabilité très forte, et puis du coup explosive. Et de camper sur mes positions, voilà, de ne pas vouloir changer d'avis par moment, mais après réflexion, de réussir à revenir, mais il me faut du temps. J'ai fait un burn-out en 2021, en tout cas quelque chose de très gros. C'est là que j'ai compris que j'en avais fait d'autres avant, et c'est à la suite de ce burn-out-là que j'ai été creuser l'autisme et que le diagnostic a pu être annoncé. J'ai une RQTH, je l'ai depuis avant que je quitte mon ancien emploi. J'avais annoncé d'ailleurs à mon ancien employeur le diagnostic. Pour moi c'était important et j'espérais pouvoir mettre en place des aménagements.
Il y a eu des changements majeurs suite au diagnostic. Déjà, l'impact lui-même du diagnostic et l'autisme qui se révèle enfin, qui peut enfin s'exprimer, prendre sa place. Et c'est là qu'il a été nécessaire pour moi d'arrêter dans le milieu professionnel où j'étais parce que je n'arrivais plus à surcompenser, à me suradapter, à faire comme avant en fait. Et donc il était important que je parte vers d'autres choses pour faire comme maintenant. Suite à ma RQTH, je n'ai pas eu le temps de bénéficier d'aménagement de poste, tout simplement parce que la durée de mise en place était trop longue par rapport à la fatigabilité. Aujourd'hui, l'idée pour moi, par ce témoignage, c'est de transmettre que la découverte tardive du TSA, c'est quelque chose qui remet en question toute notre vie. Les premiers temps peuvent être compliqués si on ne trouve pas l'accompagnement adapté, mais au fur et à mesure, on découvre des richesses, des trésors, on apprend à se connaître. Et moi, je me découvre chaque jour un petit peu plus, et je m'aime chaque jour un peu plus. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 52 ans. J'ai été diagnostiquée très haut potentiel intellectuel il y a 3 ans, à 49 ans. Et 1 an plus tard, j'ai été diagnostiquée autiste, donc 50 ans. Aujourd'hui, je suis cadre de santé formatrice et spécialisée infirmière de bloc opératoire. Mon parcours professionnel s'est déroulé en plusieurs étapes. Une première étape avant le bac où j'étais agent de service hospitalier. Puis petit à petit, j'ai passé un bac de secrétaire médical, en parallèle de quoi je faisais aide-soignante à domicile. Et j'ai continué comme infirmière, puis infirmière de bloc, cadre de santé à l'hôpital, cadre de santé en formation où je suis actuellement, et après 3 masters, je poursuis en doctorat et je finalise même ma thèse en sciences de l'éducation pour devenir maître de conférence en sciences de l'éducation et en sciences infirmières. Alors en termes de qualité, il y en a beaucoup. On va commencer par la pugnacité. J'ai toujours besoin d'aller au bout des choses, mais aussi de faire bien les choses. Dans un second lieu, on pourrait dire l'expertise. L'expertise, elle se retrouve dans mon activité professionnelle, à toujours vouloir comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, et ce qui m'a amené justement aujourd'hui en thèse doctorale, pour asseoir justement mes compétences dans le domaine que j'exerce. J'ai également le sens du détail et une vision systémique de mon environnement. Alors là aussi, au travail, et des fois même tellement systémique qu'elle en devient avant-gardiste. Ça me permet d'avoir une vision pluridimensionnelle, pluriprofessionnelle, transversale aussi sur les projets que je porte ou que j'aimerais porter. Et puis la mise en écriture aussi de ces projets, parce que j'ai aussi cette qualité, c'est une réelle capacité d'écrire et de mettre en mots ce que j'ai dans la tête des fois qui est un peu flou. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est celui de la créativité. Alors créativité, ça a commencé par des dessins et j'ai continué par la poésie. Je continue toujours par la poésie parce que j'écris et je pense que j'ai tendance à écrire les émotions que je n'arrive pas à exprimer dans le cadre de mon handicap. En termes de difficultés, je retiendrai 3 principales. La première, problème communicationnel. C'est surtout le choix des mots dans la communication qu'on va avoir avec les autres, qui est souvent assez frontale et j'ai du mal à poser les bons mots, les bonnes phrases, et parfois j'ai des collègues qui m'aident justement à faire mes mails pour pas être trop dans le directif. Donc la deuxième, il s'agirait de la sensibilité lumineuse et la sensibilité au bruit. Mon bureau, je l'ai adapté en ce sens. Et c'est aussi quelque chose qui est à identifier, je pense, pour les personnes en situation d'autisme, dans le sens où quand on l'explique à nos collègues ou à nos amis, eh ben c'est eux qui vont choisir la bonne place au restaurant, celle qui finalement qui va nous permettre de nous adapter dans le milieu social dans lequel on est, tout en respectant aussi notre caractéristique autistique. En dernier lieu, le perfectionnisme, le sens du détail qui amène à toujours vouloir aller dans l'excellence du travail rendu et puis être de plus lent que les autres du coup dans la mise en œuvre des missions qui nous sont proposées. J'ai une RQTH depuis mai 2023.
Cette RQTH, elle a été présentée à la médecine du travail et nous avons fait le choix de ne pas en parler à la direction de l'établissement dans lequel je travaille. Cependant, une partie de mes collègues sont au courant de ce diagnostic et je les appelle les tampons parce que c'est eux qui me permettent de m'intégrer dans mon système professionnel et de vivre au mieux là où parfois ça pouvait être difficile avant. Alors au niveau des aménagements, suite à la RQTH et le rendez-vous avec la médecine du travail, il a été acté un temps partiel, donc à 80%, qui n'est pas compensé par une allocation quelconque, et un télétravail en milieu de semaine pour me permettre de faire un break cognitif au niveau des relations qui sont parfois un petit peu fortes dans l'activité au quotidien. En deuxième lieu, j'avais demandé que mon poste, en tout cas que mon bureau soit un bureau seul et en ce sens je l'avais aménagé avec une lumière douce, avec un environnement calme, plutôt assez stérile comme environnement de travail. Et ce second point n'a pas été retenu, ni par la médecine du travail, ni par ma direction. Et pourtant, ce serait le point essentiel dans mon accompagnement à ce handicap. Ce qui serait intéressant de retenir par rapport à ce handicap qu'est l'autisme, c'est que c'est un handicap invisible, que pour autant, ça génère beaucoup de difficultés au quotidien, des difficultés communicationnelles, des difficultés pour aller faire ses courses, des difficultés avec le bruit, la lumière, le restaurant. On a envie d'aller vers les autres parce qu'on est empathique, on est bienveillant. Et en même temps, on a des choses qui nous freinent et on voit qu'au quotidien, c'est pas forcément entendu, c'est pas forcément compris parce qu'on nous voit comme des personnes normopensantes, normotypiques. Et en fait, non, on est atypique. Et ça, il faut vraiment prendre conscience et prendre conscience que bien qu'on s'adapte au maximum, et ben ça génère chez nous beaucoup de fatigue et que parfois on rentre et on est épuisé. Donc, je m'appelle Michael, j'ai 67 ans et j'ai été diagnostiqué autiste à 65 ans. Voilà, je suis prêtre du diocèse de Lyon et je suis artiste peintre. J'ai commencé les études de beaux-arts, mais je n'ai pas été à l'aise parce qu'en fait, dans l'art contemporain, c'est des performances, il faut parler, s'exprimer. En fait, j'avais rejoint une communauté chrétienne. C'est au sein de cette vie fraternelle que je me suis posé la question d'être prêtre. Donc après, j'ai fait la formation pour être prêtre et j'ai été ordonné prêtre du diocèse de Lyon à 33 ans. Donc j'ai d'abord été prêtre de paroisse, mais en fait j'ai vite été en difficulté parce que j'ai du mal à trouver mes mots, etc. Et donc du coup je préparais tout par écrit et donc j'ai fait une dépression. Heureusement j'ai été accueilli dans une communauté qui avait des ateliers d'expression par la peinture, un artiste peintre qui animait ces ateliers, qui lui m'a encouragé à peindre personnellement. Donc, je suis quelqu'un de simple, j'ai le contact facilement avec des personnes peut-être qui peuvent être plus pauvres ou plus en difficulté ou autre. Du coup, je suis quelqu'un de créatif. Et par rapport à la peinture, je me rends compte que je suis sensible par exemple à la matière de la peinture ou autre. Je suis sensible à des choses que d'autres ne sont pas sensibles. Dans l'art, le silence, il y a un silence gêné quand je ne sais pas parler avec les gens. Mais quand je peins, j'aime bien me mettre dans le silence et ne pas savoir ce que je vais peindre. En fait, les choses viennent après. Très facilement, j'ai la parole difficile en fait. Je ne trouve pas les mots pour notamment m'exprimer personnellement. Je crois que du coup c'est lié aux émotions que je ne sais pas reconnaître chez moi, repérer, exprimer. Et donc je perçois mal
chez les autres. Je suis fatigué souvent parce que beaucoup de choses dans les relations avec les autres me demandent beaucoup d'énergie. Moi j'ai de la chance parce qu'en fait c'est l'assistante sociale du diocèse de Lyon qui avait déjà travaillé en lien avec des autistes. Et donc du coup c'est elle qui m'a facilité le chemin pour pouvoir me faire diagnostiquer. En fait, c'est le diocèse qui a payé aussi de ces examens chez RQTH. Bon, la demande a été faite par mon médecin généraliste. Alors en fait, les aménagements se sont faits avant, parce que j'ai fait une dépression. Donc du coup, j'ai arrêté le travail de prêtre de paroisse qui me mettait en difficulté. Et par contre, j'ai développé petit à petit une activité d'artiste peintre. Voilà, en étant prêtre, les responsables, ils me font confiance. Donc c'est à moi de trouver ma manière de gérer donc, ma vie comme artiste peintre et comme prêtre. Voilà. Pour moi, c'est tout un apprentissage de découvrir que je suis autiste, mais en même temps, c'est une libération. Donc je comprends maintenant cette fatigue qui était inexpliquée avant. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 46 ans. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans maintenant, donc 44-45 ans. Après plusieurs années d'errance diagnostique, notamment comme je suis THPI, il y a une difficulté à distinguer l'autisme du THPI puisqu'il y a des caractéristiques parfois communes. Et je suis passée par le centre de ressources autistiques de Lyon sur orientation d'un psychiatre de ville. Donc, je travaille actuellement dans le secteur des ressources humaines, actuellement sur un poste de responsable paye. Et j'ai évolué tout au long de ma carrière dans des postes dans les ressources humaines. J'ai passé un bac en sciences sociales et ensuite je me suis orientée vers l'école hôtelière de Paris. Rapidement, j'ai été sur des fonctions plutôt support, notamment au sein du service RH. Et donc par le biais de la validation des acquis professionnels, j'ai obtenu une licence professionnelle. Et par le biais de la formation continue, j'ai passé un Master 2 en management des ressources humaines et organisation. Donc j'ai évolué au sein des ressources humaines en commençant par des postes d'assistante et ensuite sur des postes de responsable et de chef de projet. Alors même si mon parcours s'est fait au sein des ressources humaines essentiellement, j'ai beaucoup changé d'entreprise, donc beaucoup de secteurs d'activité différents. La métallurgie, l'hospitalisation privée, la restauration, l'hôtellerie, les pompes funèbres, etc. Donc j'ai enchaîné des missions en CDD et des postes en CDI. J'ai régulièrement changé parce que j'aime beaucoup travailler en mode projet. Et une fois que le projet était terminé, que la mission était terminée, j'avais juste envie de changer. Les qualités qui m'ont été reconnues dans le monde du travail, c'est que j'ai un esprit très structuré et du coup je suis très structurante. Je suis plutôt efficiente, j'aime tout ce qui est lié à l'amélioration continue, donc tout ce qui est optimisation, sécurisation des process, formalisation des process. Et donc en mode projet, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ce qui est particulièrement appréciable dans le mode projet, c'est de savoir identifier les risques par l'analyse de tous les détails. J'analyse énormément. Et en mode projet, de savoir analyser les risques, c'est aussi savoir les anticiper et puis être en mode recherche de solutions en permanence. Je suis particulièrement minutieuse, plutôt pugnace et j'aime bien aller jusqu'au bout de tout ce que j'ai à faire. Mes difficultés professionnelles résident essentiellement dans la communication interpersonnelle, dans les relations et après dans ma façon de travailler. Les difficultés que je rencontre dans le monde du travail sont déjà au niveau relationnel. Est-ce que je vais au travail pour travailler? Donc tous les moments informels, j'en comprends la nécessité, mais ça ne m'intéresse pas toujours beaucoup.
Donc aller boire le café de temps en temps, pourquoi pas, mais pas systématiquement tous les matins. Aller manger tous les midis avec... Enfin voilà, c'est des temps informels qui, j'ai compris qu'il était important pour la vie d'un service ou d'une société, mais qui pour moi sont un peu compliqués à vivre. En général, je ne participe pas aux événements extra-professionnels qui sont organisés en entreprise. Déjà parce que je suis très fatiguée et que pour moi, ça sort du cadre du travail. Donc j'ai du mal à en comprendre la nécessité, ou du moins à la ressentir. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que pour moi, c'est des temps où les pistes relationnelles sont brouillées. C'est-à-dire que mes collègues sont des gens que je situe strictement dans un cadre professionnel. Et avoir un temps de loisir ou de détente, et du coup, je ne sais plus quelle posture adopter et comment me comporter vis-à-vis d'eux. Ce qui peut créer des tensions avec mes collègues, c'est la différence d'approche dans le travail, où moi, je vais essayer de détecter les anomalies pour y remédier, parce que j'adore rechercher des solutions, j'adore les choses qui fonctionnent, et c'est pas toujours très bien perçu par mes collègues qui voient plutôt une critique ou qui se sont pointés du doigt sur des dysfonctionnements. En termes d'environnement de travail, je suis particulièrement sensible au bruit, c'est ma plus grosse sensibilité, et après aux lumières vives et au passage. Alors autant j'aime beaucoup traiter de sujets complexes, autant les sujets simples et opérationnels peuvent générer chez moi de la souffrance. Lorsque je suis sur un sujet qui m'intéresse, je suis dans un état qu'on appelle l'hyperfocalisation. Donc je peux rester sur ce sujet pendant des heures sans voir le temps passer, en oubliant d'aller manger, en oubliant voilà, les choses de base. J'ai tendance à poser beaucoup de questions, ce qui peut parfois agacer un petit peu, mais j'ai un besoin très fort de comprendre ce que je fais et pourquoi je fais les choses. Donc la pire chose que j'ai entendue de la part d'un responsable, c'était « je ne te demande pas de comprendre, je te demande de faire ». Et pour moi, ça a été impossible de faire après. Le fait d'avoir à s'adapter comme ça en permanence et non-stop sur des journées pleines de travail, ça génère énormément de fatigue et ce qui en découle, c'est un état parfois d'épuisement, de la difficulté aussi à gérer ses émotions, sa sensibilité. Voilà, donc ça c'est compliqué. J'ai eu plusieurs épisodes de burn-out, dont le premier qui a été particulièrement sévère, qui était lié donc à la fatigue, certainement lié à l'adaptation permanente, mais aussi à un contexte pour moi qui manquait de clarté, de cohérence, et qui m'a énormément perturbée au quotidien dans mon travail. Quand j'ai été diagnostiquée, j'ai fait ma demande à la MDPH de reconnaissance de travailleurs handicapés, donc j'ai eu une RQTH. C'est une information que j'ai partagée avec mon employeur qui l'a très bien accueillie parce que ma directrice générale avait, me dit-elle, déjà identifié chez moi une façon très particulière d'aborder mon travail, et pour elle c'était extrêmement qualitatif dans le contexte dans lequel j'étais. Comme les relations avec mes collègues étaient compliquées, j'ai un petit peu attendu et puis j'ai décidé avec la direction de confier à mes collègues que j'avais donc une RQTH et de nommer mon handicap. Et ça a été extrêmement mal reçu avec des réactions plutôt virulentes et de rejet. Lorsque j'ai partagé l'information de mon diagnostic avec la direction, j'ai expliqué mes particularités sensorielles et sans que j'aie à en faire la demande, un bureau a été mis à ma disposition. Donc un bureau fermé, sans vitre, donc très confortable pour moi. On m'a également facilité l'accès au télétravail. Alors déjà, c'est une structure qui offre 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Moi, on m'a même proposé le télétravail à temps plein. J'ai souhaité participer à cette journée en témoignant pour changer un petit peu la vision vis-à-vis du TSA, parce qu'effectivement on appelle ça un handicap, mais moi j'aimerais bien qu'on mette en avant aussi nos spécificités qui peuvent être des compétences et des savoir-être extrêmement complémentaires dans des équipes, notamment moi ce que je vis dans les équipes projet par exemple, avec une façon de penser, d'aborder les choses qui est différente et qui apporte des choses nouvelles, et je pense vraiment en termes de complémentarité.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Lancelot, j'ai 33 ans et j'ai été diagnostiqué autiste à l'âge de 5 ans. Je suis traducteur dans la grande distribution, français, anglais et allemand. C'est mon premier emploi et je travaille au même poste depuis 9 ans déjà. J'ai répondu à une offre et passé un test de traduction après l'entretien d'embauche. J'en ai raté d'autres dans d'autres entreprises avant d'avoir mon poste au bout de 7 mois de recherche. Je suis en CDI et compte bien y rester, car j'aime mon travail et j'aime mes collègues qui me connaissent parfaitement et avec qui je m'entends très bien. J'ai fait des stages en grande entreprise, en agence de traduction et même dans l'humanitaire à la fin de mes études. Je suis traducteur salarié mais aussi auteur, conférencier et rédacteur web indépendant. J'ai juste complété mon parcours par une thèse en linguistique sur la sémantique autour de l'autisme pour avoir une activité d'auteur et de chercheur à côté. J'ai souhaité faire un doctorat à côté de mon emploi sans passer du plein temps au mi-temps, car j'ai été initié à la recherche par quelques professeurs qui croyaient fortement en moi, et je les en remercie. On note souvent chez moi une très forte envie d'apprendre et de me perfectionner, une certaine réactivité et une disposition à informer les autres à tout moment. Je reconnais que le sens du détail et l'endurance sont très importants dans mon emploi et les compétences sociales également pour avoir une bonne vie relationnelle en plus d'être apprécié pour ce que l'on fait. J'ai une énorme passion pour les langues depuis assez longtemps quand même. Mon engagement dans la cause de l'autisme avec mes compétences rédactionnelles me permet d'être sollicité ponctuellement. La relation interpersonnelle par moment, la gestion des émotions, la fatigabilité constituent mon plus grand défi, avant et maintenant et sans doute même après. Je n'ai pas fait de burn-out depuis ma prise de poste, j'ai juste vécu quelques difficultés de communication qu'heureusement j'ai appris à désamorcer. Je suis reconnu travailleur handicapé. Ma première demande à mon nom, accompagnée par ma famille, remonte au tout début de mes études supérieures. J'ai fait part de mon handicap à mon employeur, comme j'ai appris à le faire. La réaction a été positive, notamment parce qu'il faut respecter un ordre précis. Le parcours et les compétences d'abord, le handicap après. Et parce que j'ai pu préciser que cela ne m'a pas empêché de faire des stages avant de chercher un emploi, entre autres. Et le fait d'expliquer comment ça se voit ici et maintenant, par exemple le fait de parler lentement pour mieux structurer ses réponses à ses questions ou tout simplement son discours, ça aide beaucoup. Mes collègues savent que je suis autiste et que j'ai aucun problème à en parler. Ils peuvent même en parler à des nouveaux arrivants dans le souci de permettre une collaboration durable. Le contenu de mon poste a été aménagé afin que je sois polyvalent. Traduction, relecture, centralisation de données. Cela m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à me sentir utile. Selon moi, le maître mot de l'inclusion, le seul bond en avant qui soit, c'est la confiance. Et cette confiance doit être mutuelle. Les entreprises vis-à-vis de nos compétences, les personnes autistes vis-à-vis de leur environnement. Bon, je pense avoir tout dit. Merci à toutes et à tous et ensemble pour l'inclusion. Je suis Sonia Fiquet, j'ai 55 ans et j'ai été diagnostiquée TSA à 51 ans. Aujourd'hui, donc, je suis chef d'entreprise. J'ai créé un organisme de formation qui est le cœur de mon métier, avec la particularité d'accompagner les personnes HPI-TSA en communication relationnelle en prenant en compte leur handicap. Je les forme à mieux connaître leur handicap. J'ai des salariés et donc c'est ma 3e entreprise et celle-ci a maintenant 3 ans.
J'ai beaucoup changé de poste puisque j'ai fait plus de 23 postes dans ma vie. J'ai toujours eu des postes de cadre. C'était maximum 3 ans dans les structures dans lesquelles j'ai pu être. À chaque fois, moi, je disais que j'étais une femme de projet, c'est-à-dire que j'arrivais, je mettais en place ma pensée systémique, donc toujours la même manière de travailler, repérer comment ça fonctionnait, observer et apporter des solutions dans l'entreprise, dans la structuration. Et une fois que les solutions fonctionnaient, je m'ennuyais, donc je partais vers de nouveaux postes. Mon premier poste était un poste de conseiller d'insertion sociale et professionnelle mission locale. J'avais à l'époque juste un BTS. J'étais plutôt une bonne conseillère, je me suis formée. Ensuite, j'ai intégré la mairie de Beauvais où j'étais cadre A aux emplois d'insertion. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'insertion sociale et professionnelle. Ensuite, je suis devenue formatrice. Donc, j'ai passé un bac+5 en management des ressources humaines à l'âge de 36 ans. J'ai ensuite fait un diplôme universitaire en ingénierie de formation. J'ai créé ma première société à l'âge de 40 ans, donc premier cabinet de conseil que je n'ai pas développé. En 2014, j'ai monté un restaurant. J'ai tenu 3 ans parce que l'activité était telle et je ne connaissais pas mon autisme à l'époque, que je travaillais beaucoup trop. Et donc, j'ai explosé en 2017. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé ma vie à 48 ans. J'avais repris un poste de directrice régionale d'un organisme de formation, mais je suis repartie dans le même fonctionnement, c'est-à-dire surinvestir à chaque fois mes postes et j'ai encore explosé. Donc en 2020, j'ai été éjectée de mon poste par ma direction nationale. Je suis tombée en dépression à essayer de comprendre ce qui se passait et j'ai décidé de créer cette donc troisième entreprise. Au départ, en pensant créer un organisme de formation en communication relationnelle dédié aux personnes HPI. Et c'est en creusant sur le HPI que j'ai découvert le TSA, en voulant nommer le décalage, que je me suis reconnue. J'ai compris que j'étais autiste. Alors, je doute tout le temps de moi. Donc, avant de me positionner, eh bien, je vais faire beaucoup de recherches pour m'assurer que je sais de quoi je parle et ça fait de moi quelqu'un qui a mis en place une méthode de travail avec toujours une observation du contexte global, ce qui est quand même normalement pas mon fort en tant qu'autiste, pour me repérer et savoir quels sont les facteurs que je dois analyser pour prendre en compte correctement la situation. Et mon atout, c'est la pensée en détail parce que je vois toujours le truc qui cloche que les gens ne vont pas voir. Et comme j'ai une pensée systémique, je fais des liens que peut-être les autres ne font pas. Et donc, j'arrive à apporter des solutions aux problématiques de manière, j'allais dire, créative et pertinente. Les difficultés, j'allais dire qu'elles étaient surtout avant. Aujourd'hui, les difficultés, elles sont plus dans la gestion de ma fatigue, en fait, au quotidien. C'est plus ça qui me pose problème. J'avais beaucoup de mal à m'organiser dans mes révisions, par exemple, dans l'apprentissage de mes cours. Donc, soit j'aimais et ça se passait très bien, soit j'aimais pas et c'était très compliqué. Ça a posé de gros problèmes dans ma vie. Tout ce qui était administratif, je n'arrivais pas à le gérer toute seule. Et aujourd'hui, c'est la résilience et la méthode qui me permettent de gérer ça au quotidien. Parce que par contre, j'ai une grosse force de travail. Donc, j'ai implémenté des rituels, une vraie méthodologie que j'applique au quotidien pour mon ménage, pour mes papiers, pour mon entreprise, pour la gestion de mes salariés. C'est-à-dire que je suis vraiment en mode process en continu. J'ai une difficulté à gérer mon temps. Je ne prends pas assez soin de ma santé et je vais aller jusqu'à l'épuisement. Mon autisme, pour moi, la plus grande difficulté, elle est avant tout sur ma gestion corporelle. Ce profil spécifique du HPI-TSA, on a notre RQTH, mais bien souvent, on va se rendre compte qu'à nos âges, nous sommes indépendants. Du coup, cette intégration, on n'a pas besoin de le faire. On n'en a plus besoin. Aujourd'hui, j'ai mis en place des aménagements. C'est-à-dire que je travaille de chez moi. Je travaille à mon rythme. C'est pour ça que j'ai créé ma société en distanciel, pour ne pas être en interaction avec les gens, pour choisir mes interactions, parce que je sais que ça me fatigue énormément. Le fait de travailler à distanciel, c'est aussi de pouvoir gérer le son, la luminosité. Donc, on est sur un aménagement constant. C'est-à-dire que je respecte mon rythme. C'est l'aménagement que je fais et c'est l'aménagement que je propose à mes salariés.
Pour moi, le fait de savoir que j'étais autiste a été une libération, que ça m'a permis de comprendre pourquoi j'avais tant de difficultés. Ça m'a expliqué mes problèmes relationnels et ça m'a permis finalement aujourd'hui d'avoir une lucidité sur mes points forts et mes points faibles. Et du coup, en connaissant mes points faibles, ça me permet aujourd'hui de mettre en avant mes points forts. Moi, je pense que la difficulté du monde et notamment du monde de l'entreprise, c'est que les gens ne sont pas assez formés. C'est une vraie richesse, mais quand on sait ce qu'elle est et quand on l'explique aux gens, qu'on l'explique correctement, c'est-à-dire qu'ils sont formés sur le handicap, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Que ce soit pour les neurotypiques, parce que du coup ils comprennent comment ça se passe, ou que ce soit pour les personnes concernées, parce qu'elles aussi peuvent comprendre. Et là, il y a un vrai travail de collaboration qui se fait. Parce que employer une personne autiste, mais quand elle est bien accompagnée, c'est une chance. Employer une personne autiste sans accompagnement, sans comprendre son mode de fonctionnement spécifique, c'est aller dans le mur pour la personne et pour l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Jérémy Perlez, j'ai 33 ans. J'ai été diagnostiqué hypotonique à l'âge de 5 ans, mais en fait, je n'étais pas hypotonique. Et ensuite, j'ai été diagnostiqué dyspraxique à l'âge de 15 ans. Et puis, à l'âge de 25 ans, j'ai été diagnostiqué autiste. Je travaille actuellement à Cégide au Customer Care. Ça fait 5 ans que je travaille à Cégide. Customer Care, c'est je suis au téléphone, j'appelle les clients ou ils m'appellent et je dépanne leur logiciel Quadraconta. J'ai obtenu un bac SES, sciences économiques et sociales, et j'ai aussi obtenu par la suite un BTS en comptabilité. J'ai travaillé dans des entreprises en tant que comptable, et j'ai aussi travaillé en tant que comptable dans un cabinet comptable pendant 4 mois. Après, j'ai travaillé en tant qu'assistant administratif dans une association spécialisée dans l'autisme, Autisme en mission à venir, et c'est là que j'ai appris que j'étais autiste. Et ensuite, j'ai obtenu un emploi à Cégide. En tant qu'autiste, disons que j'ai une vision différente des choses qui me permettent de, voilà, par rapport au métier, étant que je dépanne le logiciel comptable, on doit faire des analyses et ensuite, en fonction de ces analyses, trouver le problème et la solution. Et disons qu'avec ma vision d'autisme, ça permet d'avoir une vue d'ensemble du logiciel pour pouvoir analyser plus facilement les demandes et d'être performant. Je ne suis pas quelqu'un de me vanter ou même tendance à me sous-valoriser, mais je sais que je fais partie des bons éléments au niveau de Cégide. Je veux dire, je suis rapide, je suis efficace, je trouve rapidement la solution. Et puis j'ai aussi une excellente mémoire, même si ma mémoire n'est pas parfaite comme des génies des autistes, mais j'ai une mémoire qui me permet d'enregistrer énormément de choses au niveau de mon travail, qui me permet de connaître énormément de procédures par cœur. Au niveau de mon métier, je suis quelqu'un qui connaît pas mal de choses et donc forcément j'aide mes collègues de travail lorsqu'ils ont des questions ou parfois même je leur donne quelques demandes par-ci par-là pour les aider à atteindre leur quota. En tant qu'autiste, je ne suis pas quelqu'un qui a la tchatche ou alors quelqu'un qui aurait pu être commercial, et en tant que dyspraxique, j'aurais pas pu faire de travail manuel. Je veux dire, on a tous des défauts, on a tous des problèmes, mais j'ai choisi, en fonction de mon handicap, un métier où je suis doué. Lorsque j'ai fait l'entretien d'embauche à Cégide, j'ai annoncé que j'étais autiste et j'ai joué ça plutôt comme une qualité en disant que les autistes étaient doués en informatique et que grâce à ça, on pouvait avoir une vision différente des autres qui nous permettait, je ne dis pas meilleur, mais d'être bon. Au niveau de mon manager, je dirais que je suis plus quelqu'un qui est déjà sensibilisé au niveau du handicap. Et donc c'est quelqu'un qui m'a accepté tel que je suis, qui m'a donné le temps d'apprendre, le temps de comprendre. Et Cégide a même organisé des choses comme par exemple faire venir Sésame Autisme pour sensibiliser mon équipe. Je n'ai pas vraiment eu d'aménagement par rapport à mon handicap. J'ai demandé plus un bureau qui se lève pour pouvoir travailler debout et une chaise ergonomique, mais disons que c'est plus des aménagements qu'on devrait avoir, surtout par rapport à mon métier, étant donné qu'on est tout le temps assis. L'autisme peut avoir tendance à faire peur si on ne connaît pas. Moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est plus donnez-nous la chance de travailler.
Au niveau des États-Unis, il y a carrément une Silicon Valley où ils donnent la chance aux autistes. Il faudrait qu'en France, il y ait la même chose. Bonjour, je m'appelle Gaëtane, j'ai 24 ans et je suis diagnostiquée TSA depuis un petit peu moins d'1 an. Actuellement, je suis entraîneuse en athlétisme parce que l'entraînement en athlétisme, en fait, c'est mon intérêt spécifique. Et en parallèle de ça, j'ai pas de poste, je ne travaille pas plus. J'ai juste un projet d'entreprise, l'idée étant de me mettre à mon compte, toujours dans le domaine de mon intérêt spécifique, donc l'entraînement sportif. Au niveau de mon parcours professionnel, donc j'ai un master en STAPS. STAPS, c'est le sport. À la suite duquel j'ai effectué un stage de fin d'études d'une durée de 5 mois dans une entreprise qui fabrique du matériel de sport. Et donc là, j'étais plutôt dans le bureau d'études. Et à la suite de cette expérience, j'ai effectué uniquement des missions d'intérim plutôt courtes sur des ménages et dans l'industrie. Une des premières choses qu'on dit de moi souvent, c'est que je suis très loyale. Donc à partir du moment où je me sens bien quelque part et bien avec des personnes, j'ai tendance à rester vraiment longtemps. Et souvent dans ces cas-là, il me tient à cœur d'apporter ma pierre à l'édifice. Ça m'est important d'aider les gens qui sont autour de moi et je peux être vraiment très investie et être quelqu'un sur qui on peut compter. En parallèle de ça, j'ai une attention qui est très tournée vers le détail. Je vois toujours les petites choses qui peuvent être modifiées, les petites choses qui sont pas parfaites. Ça peut être intéressant notamment dans l'entraînement sportif, sur un mouvement, on voit tout de suite ce qui va pas. Surtout quand je travaille dans le champ de mon intérêt spécifique, où là, je peux apprendre et surtout comprendre des choses beaucoup plus vite qu'une personne qui ne serait pas autiste. Et même quand c'est des choses de niche ou qui peuvent paraître compliquées, et derrière ces compétences, je suis tout de suite capable de les mettre en œuvre sur le terrain, ce qui me permet de faire progresser mes sportifs vraiment assez vite. Voilà, et en parallèle de ça, je peux travailler aussi beaucoup plus vite qu'une personne qui n'est pas TSA sur une tâche donnée qui pourrait prendre 1 heure à une personne non autiste, ça pourrait me prendre 30 ou 40 minutes. J'ai au travail des difficultés qui peuvent être surtout sensorielles. Typiquement, en open space, souvent il y a les néons, ils sont réglés beaucoup trop fort. La lumière trop puissante, c'est quelque chose qui peut m'épuiser. Le pire, c'est quand les néons ils clignotent parce qu'en plus ça fait un bruit. Et ça peut m'empêcher clairement de travailler parce que ça m'agace beaucoup. Au niveau de mes difficultés auditives aussi, pour vous donner un exemple, tout ce qui est bruit du clavier, les gens qui chuchotent d'un bout à l'autre de l'open space, je les entends. La machine à café, les gens qui circulent, tout ça, c'est des éléments qui peuvent rendre ma journée de travail un peu plus compliquée. Donc j'ai du mal avec les open space, surtout quand il y a beaucoup de monde qui travaille autour de moi à cause de mes particularités sensorielles, mais aussi parce que j'aime pas quand il y a trop de monde autour de moi, ça m'angoisse. Et pour terminer, j'ai tout ce qui est aussi difficultés sociales. Par exemple, des fois on a tendance à me trouver un peu naïve. Il m'est arrivé aussi qu'on me fasse la remarque qu'on me trouve un peu simple. Quelqu'un m'a dit ça une fois en entretien d'embauche, alors je pense pas être simple, j'ai plein de compétences, j'ai un master et je suis quelqu'un de normal. Et puis j'ai tout ce qui va être appel téléphonique, appel en visio, qui m'angoissent énormément et qui peuvent me coûter beaucoup d'énergie. Pour conclure, en fait tout ça, ça entraîne beaucoup de fatigue chez moi. Toutes ces particularités m'épuisent beaucoup, m'empêchent clairement de travailler 7 heures par jour. Pour vous donner un exemple, quand j'étais en stage de fin d'études, je passais toujours minimum 1 heure ou 1 heure et demie chaque après-midi à essayer de trouver une solution pour que ça ne se voit pas, que j'arrive pas à travailler parce que j'étais trop épuisée. J'étais incapable de me concentrer, incapable de faire quoi que ce soit et pourtant j'étais obligée de rester au travail parce que voilà, je devais faire 7 heures par jour. Au final, j'ai jamais été capable de tenir un travail plus de 5 mois parce qu'au bout de quelques mois, j'ai l'impression de craquer mentalement, c'est vraiment difficile. Je peux faire des crises de panique le soir à l'idée de devoir retourner au travail le lendemain. J'ai déjà parlé de mon TSA à un employeur. Alors comme j'ai été diagnostiquée tardivement, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais en l'occurrence, j'étais sur un poste où il fallait faire du ménage dans une entreprise qui fabrique du métal. Le poste embauchait très tôt le matin à 5 heures, ce qui impliquait de se lever à 4 heures. Or, il se trouve, comme je dois dormir beaucoup,
parce que je suis très fatiguée. Il m'est difficile de me lever tôt le matin et donc il a fallu que je m'ouvre de tout ça à mon employeur. Donc je lui ai expliqué que je pourrais pas tenir les horaires. Et là, il a été assez ouvert. Il m'a permis de décaler mes horaires d'1 heure. Donc je pouvais embaucher à 6 heures au lieu de 5. Et je travaillais 1 heure de moins, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais derrière ça, il a eu ce petit cliché que certaines personnes peuvent avoir sur les personnes TSA comme moi. Il avait tendance à peut-être me penser un peu bête. Et par exemple, une fois, il m'a montré comment on passe le balai dans un escalier. Sauf que, en fait, je suis juste autiste. Je sais comment on est en escalier. Je suis pas bête. Des choses qui pourraient m'aider au travail, ça pourrait être par exemple d'avoir accès à un bureau qui soit séparé ou même fermé pour ne pas avoir à subir open space. Avoir accès aussi à un poste qui se trouve à côté d'une fenêtre avec un store pour régler la luminosité, pour ne pas avoir besoin d'allumer les néons qui me fatiguent beaucoup. Pareil au niveau auditif, avoir un casque à réduction de bruit ou même qui stoppe complètement le bruit, ça pourrait apporter vraiment beaucoup à ma journée et ça changerait clairement mon rapport au travail. Donc pour conclure sur le TSA au travail, s'il y a une chose que je devais retenir, c'est surtout la fatigabilité qui peut entraîner un burn-out. La fatigabilité, c'est la chose qui me pousse à vouloir aujourd'hui essayer de monter ma propre entreprise pour mieux gérer mon emploi du temps au quotidien, mieux gérer ma fatigue et avoir une vie au travail qui me corresponde un petit peu mieux. Je m'appelle Alexei, j'ai 27 ans. J'ai été diagnostiqué il y a 10 ans, en 2014. Je suis actuellement étudiant dans une école d'art et culture à Lyon, en master de la culture, du spectacle vivant et de la musique, plus spécifiquement, et je réalise une alternance en contrat d'apprentissage pour une agence d'événementiel. J'ai un parcours surprenant, plutôt artistique, licence, actuellement en master. J'ai également eu un passage à la DAPT où j'ai voulu approfondir le métier de la culture, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un chargé d'administration. Je suis toujours convaincant dans ce que je fais. J'expérimente également. Et puis je suis créatif dans mon imaginaire. Je vais apporter des images aux personnes pour qu'elles puissent comprendre comment je fonctionne. Également, j'ai une mémoire et un sens de l'observation impressionnant. Je contemple, je vois ce qui en découle chez les autres. Et derrière, j'apprends et je m'inspire. Je me rappelle de beaucoup d'éléments dans la mémorisation. Le chiffre m'intéresse et j'accorde un grand intérêt à la précision. Ce qui fait que quand je réalise des dossiers ou des contrats d'artistes, j'engage une conversation très intéressante avec l'employeur. Les points particuliers chez moi ou les gênes, la fatigabilité. Lorsqu'il y a une surcharge de travail, il faut savoir canaliser, se trouver. C'est pas facile. Il y a 5 ans auparavant, j'arrive à m'améliorer maintenant. Et puis, la communication, les échanges. Là aussi, c'est confus pour moi. Alexei est trop dans le détail. Quand nous avons des exposés, je prends beaucoup de temps à expliquer, méthodiquement. Et quand je vois les camarades de classe ou même mes employeurs, il y a souvent un regard qui me dit « Oula, Alexei va me prendre du temps ». Pourtant, je travaille dessus et j'apprends à être concis pour millimétrer toutes les étapes de mon travail et de mon cheminement. Les règles, c'est souvent délicat pour moi à les comprendre. J'en suis conscient, je comprends l'attente, mais il y a des moments où je passe de partout, je survole tout. Je tente de comprendre mon univers. J'en faisais part à mes employeurs de cette RQTH, mais sans jamais expliquer l'issue, le fait d'employer le terme de TSA. Et c'est peut-être là où ça me fait un faux pas dans la compréhension mutuelle. Je suis accompagné par Aspijob depuis l'an dernier. Des mesures ont été prises sur l'aménagement et des rendez-vous également. Les points à prendre en compte concernant l'aménagement, c'est l'application dans mon travail, l'organisation.
un point et fait régulier sur ma semaine et je trouve que c'est important car ça me permet de relativiser, d'avoir des outils et je les ressens d'ailleurs, les manques d'outils. Les aménagements qui ont été mis en place sont les suivants. Une reformulation des consignes pour être plus efficace et travailler étape par étape. L'écriture, c'est-à-dire quand il y a des points, des rendez-vous, je dois passer par une prise de notes. Et ça m'aide beaucoup. Il y a une certaine complication dans les approches et je le ressens entre un employeur ou nous en tant que salariés. Je dirais que c'est pas dans l'approche, parce que l'approche elle peut être bonne et partir d'une intention intéressante. C'est dans l'adaptation. Et je dirais que tant que l'employeur ne se positionne pas et ne rentre pas dans l'univers, rien ne changera. Au fond, moi, je suis confiant que si je comprends mon adaptation, je peux mûrir. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 38 ans et j'ai été diagnostiquée en novembre 2023 à l'âge de 37 ans. Je ne travaille pas actuellement, je suis en cours de création d'entreprise et le dernier poste que j'ai occupé a été celui de manager de l'amélioration continue. Mon parcours professionnel est ce qu'on pourrait qualifier de varié. J'ai occupé différents types de postes dans différents secteurs d'activité. Il est aussi marqué par des périodes d'inactivité suite à des burn-out. Pour vous le présenter assez brièvement, donc je suis psychologue sociale. J'ai donc principalement évolué dans le domaine des ressources humaines. J'ai aussi eu l'occasion d'occuper des fonctions plus commerciales. Pour finir, j'ai repris mes études en octobre 2021 dans le cadre d'un master spécialisé en management de l'amélioration continue. Aujourd'hui, je m'oriente donc sur un projet de création d'entreprise. Je pense qu'on me reconnaît mon fort degré d'implication, également mon exigence personnelle particulièrement élevée et mon besoin d'aller au bout des choses et de manière assez minutieuse. Je peux me définir comme une personne particulièrement curieuse, disposant de bonnes capacités d'apprentissage. J'ai un plaisir évident à gérer la complexité et une faculté à mettre en place, on va dire, une vision qui va être systémique, ce qui me permet de pouvoir avoir une visibilité sur la manière dont les différents sujets à traiter peuvent être interdépendants et de là à pouvoir anticiper les éventuels points bloquants dans la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, je pense être une personne créative, disposant d'une indépendance dans la manière dont je vais appréhender des problématiques, ce qui me permet souvent de proposer des solutions plutôt disruptives. Par ailleurs, je pense disposer d'un esprit critique particulièrement développé par rapport au système qui se tient face à moi. Et je vais avoir le besoin, comme un devoir, de présenter, et ce, quel que soit l'interlocuteur qui se tient face à moi, les possibles améliorations nécessaires pour pouvoir converger ensemble vers une performance globale et qui va être donc collective. Dès lors que le sujet sur lequel je suis amenée à travailler suscite particulièrement mon intérêt, je peux me mettre dans un état d'hyperfocalisation, c'est-à-dire un état de concentration extrême durant lequel je peux en oublier l'environnement qui m'entoure et en oublier même mes besoins primaires. J'ai des difficultés à travailler en groupe qui sont principalement liées à la manière dont je communique. Je suis une personne très franche, très directe et qui malheureusement va pouvoir être perçue par l'entourage comme étant trop directive, trop critique, voire même agressive. On m'a parfois qualifiée d'arrogante. Lorsque je communique, je suis focalisée sur le fond du message. Je vais parfois ne pas faire attention suffisamment
à la forme. Pour comprendre au mieux l'état interne de mon interlocuteur, j'ai tendance à passer par l'analyse, l'observation en recoupant les différentes informations. Mais cet état de suranalyse constant est aussi à l'origine d'une fatigue importante. J'ai aussi, je pense, une difficulté qui réside dans mon besoin important de compréhension, une compréhension globale du système. Donc la nécessité, lorsque j'arrive dans une structure, à analyser l'ensemble des sujets menés, et ce parfois en dehors de mon champ de responsabilité. Et au niveau de ma fonction, j'ai besoin aussi de comprendre la pertinence des actions et du projet que l'on veut que je mène. Sans cela, je peux finalement me mettre en opposition. Je n'arrive pas à mener un projet sans comprendre. J'ai aussi des difficultés à gérer mes émotions et je suis très expressive. C'est donc particulièrement handicapant au travail. J'ai un problème avec la gestion du temps. J'ai beaucoup de mal à estimer la durée nécessaire pour accomplir une tâche. Je vais donc avoir tendance à la sous-estimer et à donc m'engager sur de trop nombreux projets à mener en parallèle et rapidement voir ma charge de travail beaucoup trop importante par rapport à ce que je suis en mesure de faire. Je suis en grande difficulté pour me mettre à la tâche sur des actions opérationnelles. D'abord, celle-ci ne suscite pas forcément mon intérêt et je vais avoir des difficultés à me focaliser. À ce moment-là, je vais être distraite par tout ce qui se passe autour de moi. Je vais aussi avoir tendance à me disperser sur d'autres projets qui, eux, suscitent mon intérêt. Donc, pour me mettre à la tâche, ça va me demander un effort à fournir particulièrement important. Une fois que j'ai réussi à me mettre en œuvre sur des actions opérationnelles, je peux faire preuve d'une certaine lenteur dans la réalisation de celle-ci à cause d'un perfectionnisme extrême qui se révèle là être un défaut majeur. Une difficulté est liée à toutes les stimulations qui existent autour de moi. Donc des stimulations qui vont être liées aux relations sociales que je dois entretenir, mais également tout ce que je ne peux pas contrôler et qui vient me saturer. Donc à savoir surtout le bruit, la lumière et tous les mouvements ambiants. Je me sens assaillie par mon environnement. Je vais donc cumuler sur plusieurs mois la fatigue, parfois même sans me rendre compte qu'elle est présente, jusqu'à l'effondrement. Avant mon diagnostic, j'avais déjà réfléchi à mes besoins relatifs aux difficultés rencontrées par le passé. Dans ce contexte, comme je l'ai dit, je m'oriente vers un projet de création d'entreprise qui me permettra finalement d'adapter mon environnement de travail, mais également la manière dont je vais rentrer en interaction avec les autres pour finalement avoir une vie professionnelle qui va me permettre de m'épanouir tout en respectant mes besoins et mes limites pour ne plus reproduire indéfiniment le cercle vicieux dans lequel je suis enfermée depuis maintenant de nombreuses années. Si jamais je devais revenir en entreprise, je ne sais pas si j'évoquerais mon handicap, donc mon TSA. J'aurais, je pense, assez peur qu'on m'enferme dans une vision stéréotypée. Si jamais je devais de nouveau intégrer une structure, les aménagements qui seraient nécessaires à mon épanouissement seraient donc un bureau fermé qui me permettrait d'être isolée de mon environnement, la possibilité d'être en télétravail également pour pouvoir récupérer des stimulations quotidiennes, qu'elles soient aussi bien relationnelles que sensorielles, et également un degré d'autonomie important. J'ai des difficultés avec la hiérarchie et suis beaucoup plus à l'aise dans la transversalité des projets. Si jamais ma communication serait insupportable à comprendre pour mon interlocuteur, je suis beaucoup plus à l'aise pour échanger par mail. Ça me permet de déjà pouvoir réfléchir, pouvoir anticiper et parfois même soumettre à d'autres personnes ma communication écrite, de sorte à veiller à ce qu'elle ne soit pas trop frontale, trop directive. Puis aussi, ça me permet de structurer ma pensée, qui parfois peut être un peu fouillie. Le message que je souhaite transmettre aujourd'hui au travers de ce témoignage, je l'adresse d'abord aux personnes avec un TSA. Je pense que j'ai des qualités, on a des qualités
qui sont aujourd'hui, qui pourraient être une richesse pour l'entreprise. Et le second message que je souhaite transmettre aux entreprises, c'est que on a certes des difficultés, mais je pense que si on parvenait à se comprendre les uns les autres dans finalement une tolérance de ces différences, on pourrait travailler ensemble de manière finalement assez complémentaire. Pour ma part, je ne souhaitais qu'une seule chose, c'était pouvoir m'intégrer, pouvoir être épanouie. Et je pense que c'est finalement le cas de nombreuses personnes avec un TSA. On a des difficultés, on fait des efforts au quotidien. Peut-être qu'on pourrait faire des efforts dans les deux sens et ne pas forcément nous percevoir comme des personnes inadaptées. Toute personne est adaptée par rapport à sa situation et son référentiel. Le mien est différent des personnes neurotypiques. Bonjour, moi c'est Pauline, j'ai 32 ans et j'ai eu mon diagnostic à 27 ans. Actuellement je suis sans emploi, j'ai l'AH, j'aimerais être artiste, donc si je peux trouver une formation dans le domaine, ça serait l'idéal. J'ai commencé au lycée où je voulais être ingénieure en biocosmétique, donc j'avais le choix entre un BTS esthétique cosmétique ou biochimie, et à partir de là j'ai fait un BTS esthétique cosmétique, ensuite j'ai fait un CAP esthétique en alternance, puis un CQP spa praticien, donc pour faire des massages, pour enfin être socio-esthéticienne, donc travailler dans les hôpitaux et les milieux sociaux. Donc après la socio-esthétique, j'ai pas trouvé d'emploi parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en socio-esthétique. J'ai travaillé en tant qu'esthéticienne dans un institut pendant 1 an. Et après j'ai travaillé au McDo. Donc avec le TSA c'était un peu compliqué, ce qui a fait que j'ai une période d'inactivité assez importante et que je le suis encore aujourd'hui. Dans mes qualités, je pense que je suis très créative et d'ailleurs c'est pour ça que je voudrais être artiste. Je suis assez perfectionniste aussi, des fois un peu trop minutieuse, ce qui me prend beaucoup de temps. Je suis quelqu'un de très empathique, j'ai une excellente écoute, c'est pour ça que le métier de socio-esthéticienne était un métier qui m'allait comme un gant parce qu'il y avait la partie pratique, esthétique et le soin à l'autre. Je vois beaucoup de détails que en général les gens ne voient pas. Je regarde la nature et je vois les papillons, je vois les petites fourmis. Pendant très longtemps quand j'étais jeune, je m'allongeais par terre et je regardais la vie que personne ne voit. J'ai une difficulté à avoir une relation amie-amie avec mes collègues et ce qui fait que je suis souvent exclue du groupe, ce qui a fait qu'un de mes emplois, j'ai été pas virée pour ça, mais on va dire que c'était une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu rester dans l'entreprise. Aussi, par exemple en esthétique, comme je suis très minutieuse et que je veux que ce soit parfait, et bien pour une épilation, j'enlevais tous les poils et ça me mettait 1 heure au lieu de 45 minutes, ce qui faisait perdre de l'argent à l'entreprise. Donc au niveau sensoriel, c'est vrai que j'ai une hypersensibilité, donc je suis quelqu'un de très très émotive. Donc la moindre petite contrariété, ça me touche très profondément. Je vis toujours à fond les choses, ce qui peut être positif ou négatif. Aussi l'hypersensibilité acoustique, donc par exemple au McDo, c'était un bruit incessant et ça me fatiguait 2 fois plus que la plupart des gens. Donc le bruit, la vue aussi, quand il y avait des lumières hyper flash, c'était vraiment très difficile. Ou des fois, regarder les gens dans les yeux, c'était pas forcément simple non plus. Donc je me forçais, ce qui me faisait faire des efforts en plus. En tant qu'artiste, en général, je procrastine beaucoup. Je reste dans mon lit la plupart du temps, mais une fois que je me suis lancée, je suis inarrêtable et des fois, ça m'arrive de soit pas dormir, soit pas manger, parce que je suis à fond dedans. Et donc le fait d'être très focalisée sur une tâche comme ça peut être une super qualité parce que je suis à fond dedans. Et ça peut être aussi un défaut parce que je m'épuise en fait à force de rester sur cette tâche sans m'arrêter. Depuis que j'ai été diagnostiquée dans l'autisme, j'ai évoqué mon handicap avec mon employeur. Donc au niveau du McDo, ma sous-directrice a très bien réagi. J'ai été employée en tant que personne handicapée. Donc c'est plus après pour la rupture de contrat où ça a été un peu plus compliqué parce que mon directeur ne prenait pas en compte mon handicap, considérait que c'était rien en fait. Pour lui, j'avais rien de particulier par rapport aux autres. Donc la plupart de mes collègues avaient une vingtaine d'années, ils étaient étudiants. Pour eux, le handicap, il n'y avait pas de souci, ce qui était très agréable. Et c'est là où j'ai réussi à avoir une cohérence avec mes collègues, mais pas mes employeurs.
Depuis que j'ai été diagnostiquée, j'ai eu un emploi, c'est-à-dire le McDo. Par rapport au handicap, avec les deux handicaps que j'ai, il y avait le handicap physique, donc juste avec une chaise qui était nécessaire. Et pour le handicap TSA, c'était surtout les horaires aménagés parce que j'ai besoin de beaucoup dormir et donc il me fallait des horaires qui me correspondent. Donc il fallait vraiment adapter mes horaires de travail en fonction de mes difficultés. Et donc ça a été adapté en fonction, mais l'ambiance a fait que j'ai pas pu rester. Donc par rapport aux aménagements qui auraient pu m'être utiles, c'est surtout quand j'étais en BTS et en esthétique, c'est d'avoir des aménagements notamment sensoriels. Et il y a quelque chose qui me serait utile, par exemple en tant qu'artiste, j'ai plein d'idées, je sais que je peux faire beaucoup de choses, mais sortir de mon lit c'est compliqué, donc en fait j'aurais besoin d'une personne qui me dise « Allez hop, tu te lèves et on le fait ». Et après j'y vais à fond. J'ai voulu faire cet entretien, déjà pour montrer qu'on peut être normal d'apparence et autiste, et aussi parce que pour moi c'est important de promouvoir des handicaps invisibles comme celui-ci. Pour le mot de la fin, la plupart des gens me disent « T'es trop normal pour être autiste ». Ce que je répondrai, tu ne connais pas ce que je suis, ce que je vis tout le temps. Une fatigue constante, des difficultés, mais en même temps c'est vrai que le fait d'avoir été diagnostiquée plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai réussi à trouver un costume qui a fait que je me fonde plus dans la masse que certaines autres personnes qui ont été diagnostiquées plus tôt.